Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 148 de Mobilidé, votre magazine automobile depuis AutoWorld. AutoWorld qui a inauguré il y a quelques jours une nouvelle exposition qui va ravir tous les amateurs de rallye WRC. Regardez-moi ça, cette collection de voitures ayant remporté le championnat du monde des rallyes. Un spectacle fascinant à lui tout seul qu'on va vous faire découvrir dans cette émission. Tout de suite, le sommaire de ce numéro 148. Dans l'histoire de l'automobile, Innocenti n'est pas la marque la plus connue, mais son parcours, chahuté par de nombreuses reprises, est pour le moins atypique. Avec sa Mini, elle aura surtout réussi le pari de combiner le charme britannique au style italien. Dans un instant, rencontre avec Pierre-Henri Raffanel, pilote officiel Bugatti depuis plus de 20 ans, mais surtout le génial inventeur de la Bugatti Baby. Bien plus qu'un jouet, c'est devenu une œuvre d'art qui se vend à prix d'or. Notre test du mois nous installe au volant de la Volkswagen ID.7, le nouveau break de la marque allemande. Face au SUV, les breaks n'ont pas dit leur dernier mot. Espace, confort et plaisir au volant, l'ID.7 combine le tout en évitant presque le stress de l'autonomie. Produite en 2023, la Volkswagen ID.7 est la berline électrique du constructeur allemand. Et tout récemment, sa version Pro S a quelque peu défrayé la chronique en étant capable d'accomplir jusqu'à 940 km en une seule charge. La GTX, c'est-à-dire la version la plus performante de l'ID.7, se montrera-t-elle tout aussi efficace? C'est notre test du mois. GTX, 3 lettres qui, comme GTI, permettent d'identifier les véhicules les plus performants chez Volkswagen, mais ici on parle bien de modèles électriques. L'ID.7 serait-elle la meilleure de la marque? Eh bien, ce n'est pas impossible et ce serait d'autant plus remarquable que nous avons ici en main un break qu'on appelle Tourer au design sportif, marqué par des boucliers à l'avant assez agressifs, des jantes spécifiques et des bas de caisse aux lignes acérées, quand bien même on aurait souhaité qu'elle le soit davantage. Avec sa teinte de carrosserie rouge roi et ses nombreux éléments noirs comme les logos GTX, la VW ID.7 ne passe en tout cas pas inaperçue dans le trafic. L'intérieur, lui, est particulièrement raffiné avec un niveau de qualité premium. À l'image des sièges chauffants, massants et ventilants, on est dans un niveau de confort optimal, que ce soit pour les passagers avant ou à l'arrière. Merci à VW d'avoir évité les plastiques durs dans le bas des contreportes, équipés de feutrines, un détail qui, à la longue, n'en est pas un. Élément spécifique sur la finition GTX, le volant multifonction à 3 branches, avec un insert central rouge et des surpiqûres rouges. L'écran tactile de 15 pouces situé au centre du tableau de bord attire directement les regards. Il regroupe toutes les commandes, de la climatisation au système d'infodivertissement, et puis la sellerie est badgée ici et là des 3 lettres GTX. Si la numérisation demandera un certain temps d'adaptation, on regrettera une fois encore l'absence de boutons physiques. Ce n'est pas la première fois que nous pointons du doigt la surutilisation des écrans tactiles qui oblige le conducteur à détourner les yeux de la route. Sinon, eh bien, parmi les nombreuses technologies embarquées dans cette voiture, il y a l'affichage tête haute à réalité augmentée qui apporte une expérience immersive de la route et plus sûre aussi.
Cette version GTX est équipée de 2 moteurs, un paressieux qui permettent de disposer de 4 roues motrices, puissance cumulée de 340 chevaux sous le capot et 545 Nm de couple, capable d'atteindre le 0 à 100 km/h en 5 secondes 6 et à 180 km/h en vitesse de pointe, limitée électroniquement. Cette motorisation est combinée avec les grosses batteries d'une capacité de 86 kWh qui permettent de gagner en autonomie. Elle est de 595 km en pleine charge en cycle mixte, disponible pour autant que vous évitiez les autoroutes, mais cela vaut pour toutes les électriques. Avec ses 2 tonnes 3, l'I17 est certes un break, mais il s'avère très maniable en ville, malgré ses 4,96 m de longueur et son empattement de 2,97 m. À propos du badge GTX, considérez-le comme étant la griffe d'un véhicule luxueux plutôt que sportif, et surtout capable d'enfiler les kilomètres. Bref, l'I17 est une excellente routière, d'autant plus que l'insonorisation est juste parfaite. Aucun bruit extérieur ne vient perturber un agrément de conduite digne d'une grande routière. Thierry, quand tu regardes toutes ces voitures, allez, dis-moi un petit peu, confie-moi celle qui te fait le plus vibrer. Bah là j'avoue que évidemment c'est ma Hyundai i20 Rally 1 qui nous a permis d'aller chercher notre premier titre de champion du monde, avec laquelle on a pas mal de souvenirs sur l'année écoulée, mais après derrière, si je devais en choisir une, j'irais probablement pour l'Audi Quattro. Ah, pourquoi l'Audi? C'est une voiture mythique qui a marqué l'histoire, et notamment l'histoire des fameuses groupes B, mais aussi parce que je connais bien Michèle Mouton, celle qui a, en tant que femme, fait marcher cette voiture comme il fallait et qui l'a maîtrisée comme un maître à l'époque. Et voilà, j'ai récemment vu un long reportage sur Michèle Mouton et de sa carrière, et c'était quelque chose d'impressionnant, d'émouvant, et aujourd'hui je suis fier de la connaître personnellement. Quelle est celle, quand tu les regardes toutes, qui te semble la plus difficile à maîtriser? Difficile ça? Ouais, c'est très difficile à dire honnêtement. À mon avis la Fiat, parce que c'était des voitures puissantes, propulsion. Je pense que ça doit être la plus difficile à faire marcher, mais j'ai confiance en moi, j'y arriverai quand même. C'est l'histoire d'une Mini produite sous licence italienne Innocenti et dont certains exemplaires ont été produits à Senef en Belgique. L'occasion pour Vincent Franzen dans son test rétro de nous raconter la saga de l'Innocenti Mini, ces petites anglaises qui ont connu plus de soleil que de pluie et qui se sont vite imposées comme étant les mieux finies de toutes les Mini. La Mini, tout le monde connaît. Commandée dès 1956 par la British Motor Corporation à l'ingénieur anglo-grec Alec Issigonis, elle s'est d'emblée distinguée par sa façon de bousculer les codes et habitudes de l'époque. Moteur compact placé à l'avant, boîte de vitesse casée sous le moteur, petite roue de 10 pouces, habitacle composant 80% du volume total, celle qui est née sous les appellations Morris Mini Minor et Austin Mini 7 est progressivement entrée dans les mœurs avant de s'imposer comme une icône absolue de l'industrie automobile britannique. Construite en Angleterre, mais aussi en Afrique du Sud, en Australie, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Slovénie et même en Belgique, elle a été produite à plus de 5,3 millions d'exemplaires. Énorme. Le chapitre de l'histoire de la Mini qui retient notre attention aujourd'hui est italien. Industriel actif dans le secteur de l'acier, Ferdinando Innocenti était déjà à la base des scooters Lambretta, fabriqués dans l'usine de Lambrate. Sur 4 roues, Innocenti a ensuite produit sous licence l'Austin A40 dans différentes versions, suivi de l'IM3, des voitures dont le prix de vente restait plutôt élevé, de quoi limiter la production à 20 000 exemplaires.
En 1960, Innocenti signe un contrat avec la British Motor Corporation afin d'adapter au marché italien la So British Mini, ce qui aboutira à une présentation en bonne et due forme de la Mini Innocenti au Salon de Turin 1965. Sans le savoir, Ferdinando Innocenti venait de mettre dans le mille. À l'époque, la Fiat 850, évolution d'une 600 qui avait fait son temps, occupait le haut de l'affiche en Italie dès l'instant où la Mini britannique était invendable en raison de droits de douane très dissuasifs. En privilégiant des éléments d'origine italienne, Innocenti va permettre à la Mini de devenir abordable. Mieux, la petite anglaise, guère connue pour la qualité de sa finition, allait devenir une voiture nettement meilleure en passant en mode transalpin. Il est vrai qu'Innocenti s'est attaché à la qualité de fabrication et d'assemblage en proposant des intérieurs plus luxueux, un cran au-dessus de ce qui se pratiquait en Angleterre. De façon concrète, l'Innocenti Mini était composé à 62% de pièces d'origine italienne. Si carrosserie et mécanique restaient britanniques, au jeu des différences, on pointe une grille avant en inox au dessin inédit, un capot arrière redesigné de façon à pouvoir accueillir les plaques d'immatriculation italiennes, des pare-chocs dépourvus de bananes, des phares et des feux améliorés, des jantes élargies, un volant modifié, des accessoires sous le capot agencés différemment, etc., etc. Et le public italien appréciait. 5 mois après la présentation de l'Innocenti Mini, près de 6000 exemplaires avaient déjà trouvé acquéreur, de quoi faire tourner l'usine de Lambrate à plein rendement. Avec la version Cooper dévoilée lors du salon de Genève 1966, le phénomène s'accélérait. Il est vrai que le moteur de 998 cm3 sortait alors une puissance de 56 chevaux, de quoi autoriser une vitesse de pointe de 145 km/h. Cette version plus sportive était systématiquement bicolore, avec toit noir ou sable, pour des carrosseries privilégiant le rouge, l'ocre, le gris, le bleu ou le vert. Ajoutez des jantes élargies, de nouvelles poignées de porte, un volant à 3 branches, un levier de vitesse plus court et droit, ainsi que des sièges en simili noir, à l'instar d'une partie du tableau de bord, et vous obtenez un bel objet dont le seul défaut restait un prix de vente un peu trop élevé, supérieur à celui d'une Fiat 124. Au cours d'une décennie allant du milieu des années 60 au cœur des années 70, Innocenti a produit plusieurs versions de la Mini, qu'il s'agisse des 850, Cooper, Minor 2, Cooper 1000, Mark III, Cooper 1275 ou Mark III Export. Sans oublier l'Innocenti Mini T, version break dont les inserts en bois de la variante Country Van ont aussi marqué l'histoire. Le succès de la Mini façon Innocenti a évidemment titillé les envies et ambitions des uns et des autres, à tel point qu'en 1972, British Leyland, qui avait succédé à la British Motor Corporation, faisait l'acquisition d'Innocenti, tout en découvrant que les Italiens avaient dans leur carton un projet de nouvelle Mini, qui allait en fait devenir l'Innocenti Mini Bertone, produite à 350 000 exemplaires entre 1974 et 1993. C'est lors de cette même année 1974 que la production de la Mini Innocenti s'arrêtera. Au total, ce sont plus de 386 000 exemplaires qui ont été produits dans l'usine de Lambrate. Comme bien des marques de l'époque, Innocenti a fini par disparaître du marché automobile italien. Après avoir importé en Italie des Astava de construction yougoslave, la marque a été absorbée par De Tomaso avant d'être fondue dans le tentaculaire groupe Fiat. Reste, à l'image de ce superbe exemplaire que vous avez sous les yeux, ces Mini, nés sous le soleil, qui se distinguaient par une qualité de fabrication supérieure aux Mini anglaises, de quoi en faire des voitures désirables, très recherchées par les inconditionnels de ce modèle, vraiment pas comme les autres. La Mini, géniale invention de Sir Alec Isigoni, c'est un des fleurons de l'industrie automobile britannique. L'Innocenti est en fait une Mini produite sous licence italienne. Et comme vous l'a expliqué, Innocenti à l'époque était propriété de British Leyland. La British Leyland qui avait une usine en Belgique. Et devinez quoi? Eh bien, notre exemplaire ici de cette Innocenti Mini a été produite à Senef, précisément en Belgique. On a donc sous les yeux une voiture anglaise produite sous licence italienne, mais fabriquée dans une usine belge. Bugatti, c'est évidemment une marque historique qui fait rêver, mais c'est aussi une marque associée à la vitesse, à la puissance. Mais il y a 100 ans, Ettore Bugatti avait fait construire pour son fils une Baby Bugatti. Bien plus qu'une voiture jouet, c'est devenu au fil du temps une véritable œuvre d'art pour collectionneurs fortunés.
Jacques Lenis est allé à la rencontre de Pierre-Henri Raffanel, un pilote qui rappellera des souvenirs à beaucoup. C'est lui qui est l'instigateur de ce projet un peu fou. Si vous êtes un passionné de sport automobile, le nom de Pierre-Henri Raffanel vous parle sans doute. Pilote français, passé par la Formule 1, c'est surtout en endurance qu'il marquera les esprits, notamment lors des 24 heures du Mans. Ses premiers souvenirs de Bugatti, il les tiendra des histoires racontées par son grand-père. Mais depuis 20 ans déjà, Pierre-Henri Raffanel a surtout eu l'opportunité de devenir le pilote officiel de Bugatti. J'ai toujours été un passionné de l'authenticité, des racines, et je considère qu'aujourd'hui Bugatti c'est un arbre qui est magnifique, mais un arbre sans racines, ça vaut pas grand-chose, et donc j'ai voulu me replonger à l'essence même de 1927 et de ce que Ettore Bugatti pouvait créer à cette période-là. Car il y a près de 100 ans, Ettore Bugatti souhaite offrir un cadeau original à son plus jeune fils. Il décide alors de créer un modèle unique à l'échelle 1,5 de la Bugatti Type 35 pour en faire une petite voiture électrique pour enfants. La Baby Bugatti Type 52 est née. Le rêve le plus accessible aujourd'hui pour avoir une Bugatti, qui vaut environ 5 millions d'euros, c'est une Baby Bugatti. C'est un petit peu la démarche que j'ai faite moi il y a quelques années, où avant de démarrer tout ce projet-là, j'avais acheté une Baby Bugatti d'origine 1927, châssis court, parce que c'était ma première Bugatti, et je voulais rentrer dans ce cercle de privilégiés au niveau mondial. L'idée de Pierre-Henri Raffanel ne va pas être de reproduire une voiture d'enfant, mais de créer une véritable œuvre d'art tout en respectant au millimètre les plans du constructeur français. Il part pour cela à la recherche des meilleurs artisans, carrossiers, fondeurs, tourneurs, selliers, peintres, tous des maîtres dans leur discipline. Et là naît un véritable bijou, une carrosserie en aluminium martelée à la main, un radiateur en laiton nickelé, des tambours de frein en bois ou encore des sièges en cuir rembourrés avec du crin de cheval, autant de techniques d'antan fidèlement reproduites qui confèrent à cet objet d'art une valeur inouïe. Aujourd'hui, dans la valorisation de cet objet, les clients acceptent de payer cet objet plus cher que les voitures originales. Ça n'arrive jamais. Vous n'avez jamais une réédition d'un modèle qui va coûter plus cher que l'original. C'est possible parce que les personnes comprennent le voyage. C'est une destination, c'est l'objet que vous aurez dans votre salon, mais le voyage, il est tellement extraordinaire que les gens achètent en fait sans voir la voiture. Toute la majorité des clients n'ont été convaincus par ce produit, si on peut l'appeler produit, que par le voyage, que par le travail des artisans, que par la démarche. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Pour faire partie des très rares propriétaires d'une Bugatti Type 52, il vous en coûtera 95 000 €. Pour ce prix-là, vous pourrez personnaliser votre Bugatti, par exemple, aux couleurs de la Belgique, ou une des livrées officielles qui représentaient les nations il y a 100 ans. Un objet d'autant plus unique qu'il sera numéroté, limité à 99 exemplaires, et que la société éphémère de Pierre-Henri Raffanel disparaîtra une fois ce nombre de voitures produites. Ce qui ne disparaîtra pas en revanche, c'est la passion que le pilote sudiste voue depuis plusieurs décennies maintenant aux voitures et à la philosophie d'Ettore Bugatti. Est-ce qu'il y en a une qui te fait plus rêver qu'une autre? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici, celle qui m'a toujours fait rêver et avec lesquelles j'ai passé des bons moments. Malheureusement, je ne l'ai conduite qu'une seule fois. Elle était rouge, rappelez-vous, c'était cette Subaru Winfield avec laquelle on a eu une super bagarre avec Freddy Loax. C'était à Ypres. Ça a été ma voiture préférée de toute ma carrière. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais une vraie Subaru, il n'y en a pas ici, malheureusement. Pourquoi dit-on qu'une voiture comme celle-ci, c'est la plus belle du monde? C'est difficile à dire, vous savez, les époques changent. Ce que conduit maintenant Thierry Neuville, ce sont des voitures presque du circuit, du DTM qui sont adaptées au rallye. Mais si vous retournez 30 ans en arrière, c'était des voitures un peu archaïques. C'était seulement 2 roues motrices, il n'y avait pas de direction assistée. C'est un peu comme les voitures qu'on a conduites à Bastogne il n'y a pas longtemps. L'Escort que j'ai conduit à Bastogne, c'est aussi une voiture qui m'a fait rêver autant de Pentti Airikala et Ari Vatanen. Et moi, j'ai dû attendre 62 ans pour pouvoir conduire ce genre de voiture. Donc, les époques changent. Et, ici, vous avez de tout. Vous avez cette Alpine-là, c'est les années 70. Donc, il y a de tout. Donc, il n'y a que le choix.
Ce mois-ci, le Mobility Studio accueille une voix qui vous réveille peut-être chaque matin, celle d'Olivier Arnould dans le Good Morning. Mais derrière cette voix, derrière ce nom, se cache un véritable passionné d'automobile qui a créé sa propre chaîne YouTube, Charging Station. Chaîne qui compte quand même pas moins de 400 000 abonnés, amateurs aussi d'automobile. Mais lesquels exactement? Mystère et révélation avec notre consultant Damien de Roanne. Bonjour Olivier. Salut Damien. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître, non, c'est la chance de ne pas te connaître. Ah oui, non. Voilà. C'est pas un super compliment ça. Ceux qui n'ont pas la chance, la chance de ne pas te connaître. De ne pas te connaître, c'est sympa ça. Ah oui, ça c'est un compliment. Ah, ça c'est moche, hein. Ouais. C'est très très moche. On va la refaire. Bonjour Olivier. Bonjour Damien. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous connaître, déjà je pense que la première chose à faire peut-être c'est de changer de radio le matin. Oui. Parce que vous êtes animateur radio, entre autres, sur Radio Contact. Ouais. Et au niveau voix, vous avez également un autre talent qui est de voix off. C'est quoi voix off? Alors c'est une voix qu'on ne voit pas. Voilà, c'est une voix d'une personne qu'on ne voit pas. Donc c'est un commentaire en général, soit dans une émission. J'ai le plaisir de le faire pour Vue à la télé par exemple, ou Marié au premier regard, ou bien tout simplement pour annoncer les programmes, etc., les bandes annonces qui passent à la télé. Voilà. Et puis, vous avez une troisième corde à votre âge, je pourrais même dire un câble électrique. Un câble, ouais, un gros câble. Ouais. Puisque quelque chose qui n'a aucun rapport, il vous arrive d'essayer des véhicules, des voitures, un peu comme ceci, via notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Charging Station. Comment ça vous est venu? Alors ça m'est venu à la base sans véritable volonté de faire une chaîne YouTube, d'essayer de gagner de l'argent, simplement à la base parce que j'aime les voitures électriques et j'ai voulu en 2018 essayer des voitures électriques et je me suis dit tiens, pourquoi je ne demanderais pas aux constructeurs de me les prêter et comme ça je ferais un petit rapport justement sur mes chaînes, mes comptes Instagram et Facebook, là où les gens qui me suivent à la radio me suivent. C'est vraiment comme ça que ça a démarré. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine. Vous en êtes à combien d'essais finalement? Je suis à 130 je crois maintenant, 130 grands essais. En plus de ça, j'ai aussi maintenant la nouvelle vidéo que je sors qui est premier trajet, qui sont mes premières impressions au moment où je vais chercher les voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine. Et puis alors il y a aussi des vidéos découvertes, des vidéos plus spécifiques liées au salon de l'auto par exemple, des choses comme ça. Finalement, est-ce que l'électrique c'est l'avenir ou bien vous voyez autre chose qui va supplanter ça? Alors pour moi l'électrique c'est l'avenir, d'abord parce que le nerf de la guerre c'est la source d'énergie et la source d'énergie quand il s'agit d'électricité, on peut la produire chez soi. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas de pétrole dans mon jardin, j'ai pas d'hydrogène dans ma cave non plus, et donc pour moi l'électricité, je peux la fabriquer sur mon toit avec mes panneaux solaires, donc rien que pour ça, rien que pour le fait qu'on peut la produire facilement et qu'en plus le rendement est très élevé, rien que pour ça pour moi c'est l'énergie de demain et en fait d'aujourd'hui. Sans être devin, mais c'est une question que je pose à tous les invités, parce que dans le Mobility Studio, on s'intéresse à l'avenir de la mobilité. La voiture du futur, elle ressemblerait à quoi? Alors la voiture du futur, certains redoutent, et j'en fais partie, qu'elle soit une voiture où on est trop assisté, trop surveillé aussi. Je voudrais pas d'une voiture où le plaisir de conduire n'est plus présent parce que justement on ne doit plus vraiment la conduire et en plus on est méga surveillé et il y a des bips dans tous les sens. Donc j'espère qu'on va garder une voiture où il y a de l'assistance mais où on n'est pas obligé de se laisser conduire, on va pouvoir continuer à conduire vraiment. Ça ce serait mon souhait le plus cher, même si toutes ces assistances elles sont là pour la sécurité et c'est tant mieux. Mais... Et à titre personnel, est-ce qu'il n'y a que les voitures ou bien d'autres types de tricycles ou de quadricycles? Ici, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du Mobility Studio, qui est un exemple de quadricycle qui n'est pas une voiture électrique? Non, c'est vrai, un quadricycle, j'en ai essayé un autre d'une marque française, qui fait à peu près le même bruit d'ailleurs. On l'entend bien, on l'entend vraiment bien. Un fan sans doute. Je trouve ça très très bien parce que je trouve que plus l'offre est large, plus il y en a pour tout le monde et plus chacun pourra trouver ce qui lui plaît vraiment et donc ce qui lui convient vraiment finalement. Et il y a justement beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là, de montrer ce que c'est une voiture électrique, comment ça fonctionne, quels sont ses avantages, etc. Je viens de lire une étude justement où les personnes, je vais être trop long, je viens de lire une étude où on a interrogé 1000 personnes qui conduisent une voiture thermique et on leur a posé 10 questions sur la voiture électrique en mettant que des fake news dedans, que des choses qui sont véhiculées par les médias et certains médias en tout cas et les réseaux sociaux et dans ce
panel, la moyenne a été de 2 sur 10. C'est la preuve qu'il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit sur Internet, et même certains médias, certains grands médias diffusent pas toujours des choses très correctes, parce que souvent c'est par manque peut-être de recherche des journalistes ou d'expérience. Et il faut vraiment se faire sa propre opinion, essayer une voiture électrique, et en général l'essayer, c'est l'adopter, parce que franchement 2 sur 10 avec que des fake news, c'est pas terrible. Hein. Super. Très grand merci Olivier pour ce petit tour dans le quartier autour de bâtiments, de médias très très connus ici dans le quartier de Reyers, pour pas le citer. Et bonne route! La Hyundai i20N Rally One, la voiture championne du monde, elle est exposée ici à Autoworld jusqu'au 21 avril. Ne manquez pas cette expo si vous aimez le Rallye WRC, expo qui sera suivie d'une autre tout aussi exceptionnelle. Ce sera pour les 70 ans de la DS. D'ici là, bonne route, portez-vous bien. Ciao. Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé.